Bon, je crois que vous n'allez pas m'applaudir pour mon résultat d'hier, mais tant pis, il n'y avait qu'un gagnant. J'ai essayé de faire au mieux, mais bon, ça s'est pas aussi bien passé qu'on voudrait, et la pêche, c'est ça. Donc il faut savoir en tirer les conséquences, mais il ne faut pas non plus en prendre ombrage. Donc j'attends que tout le monde soit parti, et puis après, on est lancé. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions, n'ayez pas peur, vous ne passerez pas pour des imbéciles si vous posez des questions, même qui semblent simples à tout le monde. Ça servira à l'ensemble des personnes qui sont là sur les sièges à écouter. Les réponses sont toujours intéressantes pour tout le monde. C'est souvent dans ces conférences un petit peu la peur de poser la première question, et puis après, une fois que c'est parti, ça va tout seul. Donc c'est bon pour... voilà, on est dans le timing. C'est bon, 1 minute d'avance, c'est parfait. Bon, on va démarrer. Donc la conférence aujourd'hui, elle était basée sur... en gros, le montage d'une ligne, comment on monte une ligne, pour quel poisson, à quel moment et qu'est-ce qu'il faut respecter. Alors on part de l'hameçon jusqu'à l'élastique ou on part de l'élastique jusqu'à l'hameçon. Et ce qui est très important dans une ligne, bon déjà, c'est de savoir quel poisson on va rechercher, quel plan d'eau on va utiliser, si on pêche en étang, en rivière, en canal. Bien sûr, il va y avoir des différences, si on pêche dans une rivière avec du courant ou si on pêche sur un plan d'eau avec un courant nul. Ça va être différent. Si on pêche dans un plan d'eau avec du vent ou si on pêche sur un plan d'eau avec une mer d'huile, ça va être différent. Donc l'élastique, pareil, il va être en rapport de l'hameçon, du flotteur, du poisson recherché et même des èches utilisées. Donc tout a un impact sur la ligne et qui en fait c'est la continuité après la canne, c'est ce qui permet d'attraper le poisson. Donc on doit y apporter beaucoup de précautions et essayer d'être le plus précis possible. Donc ça c'est très très important et on a très vite fait de louper sa partie de pêche parce qu'on n'a pas utilisé la bonne ligne, parce qu'on n'a pas utilisé le bon hameçon avec le bon élastique. Alors vous me direz, mais comment on peut savoir ça? Bon, c'est simple, on va prendre un exemple basique, on va pêcher dans un étang. Il y a des gardons de 20 à 60 grammes, c'est des choses qu'on rencontre un peu partout, on pêche au cou, je parle. Quel élastique, quel flotteur, etc. Bon, un étang, 2 mètres de fond, un flotteur, ça va se baser de 0,40 à 1 gramme. Suivant s'il y a un peu de vent, on va aller jusqu'à 1,5 gramme. Ça, c'est le flotteur. L'élastique, un poisson de 20 à 40 grammes, il va falloir utiliser un élastique de 0,7 plein ou de 0,8. Des élastiques pleins, parce qu'aujourd'hui on trouve des élastiques pleins, on trouve des élastiques creux, et tout ça c'est bien parce qu'en fait ça permet de s'adapter à l'ensemble des pêches qu'on pourrait trouver. On va privilégier des élastiques pleins relativement fins, je dirais de 0,5 jusqu'à 0,80, ça va être pour des poissons de 10 à 80 grammes. Des élastiques de 0,9 à 1,40, 1,50 en plein, ça va être déjà pour des poissons de 100 à 1 kg. Ensuite, on va passer, plutôt que d'utiliser des gros élastiques pleins pour les poissons blancs en pêche au cou, c'est des fois un peu trop dur et on va décrocher les poissons. Donc là, on va passer plutôt sur des élastiques creux qui vont aller de 1,2 jusqu'à 2 mm. Ça va permettre de pêcher des poissons moyens de 100 à 2 kg. Et ensuite, quand on va s'adresser à des carpes beaucoup plus grosses, des barbeaux dans des rivières, il ne va pas falloir avoir peur d'utiliser des élastiques de 2,50, 2,80, voire 3 mm, voire jusqu'à du 4 mm. Et là-dedans, on a des élastiques qu'on appelle aussi des élastiques hybrides, qui eux permettent, si on pêche en carpodrome, de pouvoir tirer très fort sur les poissons pour les arracher, parce que ça va être des élastiques un petit peu plus durs que les élastiques creux. L'élastique creux, il va avoir tendance à s'allonger énormément, et en carpodrome, il n'y a pas beaucoup de place, on peut aller attraper la ligne du voisin ou autre, ça peut être gênant. Par contre, si on s'adresse à des carpes ou des barbeaux sauvages dans des parcours sauvages, si vous mettez un élastique trop dur ou plein, vous allez avoir plus de chances de décrocher qu'un élastique creux qui va s'étendre 8 fois, c'est-à-dire 1 mètre d'élastique, ça va faire 8 mètres. Si vous avez 2 mètres d'élastique dans votre kit, vous avez une possibilité de 16 mètres d'élastique qui sort de la canne. Plus la canne, si vous pêchez qu'une canne de 11 mètres,
vous avez 25 mètres de possibilité de manœuvrer le poisson. Et dans ces cas-là, il vaudra mieux privilégier des élastiques creux pour laisser partir ces poissons, des gros chevennes, des barbeaux, des carpes, qui sont des poissons très puissants au démarrage. Si vous avez un trop gros élastique, vous allez être cassé au démarrage sur la vitesse. Si au contraire l'élastique est un peu plus fin et en même temps creux qui s'étend davantage, vous avez une chance sur les 15 premiers mètres d'arriver à le tourner. Parce que l'élastique va vous permettre ça. Donc tout ça, le choix de l'élastique, ça va être très important. Bien entendu, il faudra aussi faire attention que l'élastique corresponde au kit que vous allez utiliser dans la canne. Si vous avez un kit super compétition très léger et que vous mettez un gros élastique tendu de 2 mm plein, vous risquez de casser la canne. Ça ne sera pas votre faute à vous de manœuvre, ça sera que simplement l'élastique n'était pas adapté au kit que vous avez utilisé. Donc maintenant il y a des kits différents pour les gros poissons, on a des kits avec des trous sur le côté, des kits fighting qui permettent de ramener comme si on avait un moulinet pour maîtriser le poisson. Donc on a plutôt tendance maintenant à pêcher des élastiques un peu plus doux pour pouvoir laisser partir le poisson et une fois qu'il est maîtrisé, qu'il tire moins, le ramener à l'aide du fighting. Donc ça c'est une innovation qui existe déjà depuis plusieurs années mais que tout le monde n'utilise pas encore et qui est vraiment formidable et qui va vous permettre de maîtriser les plus gros poissons avec un matériel médian. Donc ça c'est vraiment très très bien. Donc l'élastique c'est déjà la base, c'est la continuité de la canne et ensuite on arrive sur le fil, le flotteur, les plombs et l'hameçon. Donc s'il y a des questions là sur les élastiques, allez-y, posez-les, les différences qu'il y a les uns entre les autres. On peut aussi avoir des élastiques traités avec du silicone pour qu'ils glissent mieux, etc., etc. Tout ça, ça fonctionne. On peut aussi mettre du savon à l'intérieur du sion pour que l'élastique glisse davantage. L'inconvénient de ça, c'est que ça attaque les élastiques et qu'ils ont tendance à s'user plus vite. Mais par contre, ça permet d'avoir un élastique qui est beaucoup plus doux, qui va sortir tout doucement du sion et qui va permettre de moins décrocher. Par contre, ça va user l'élastique davantage et vous serez obligé de changer l'élastique plus fréquemment. Donc voilà. Des questions? Enrique va passer. Oui? Attends. Que pensez-vous de ce que fait Sébastien Rousseau, qui lui utilise un kit Stripa avec un élastique hybride de 1,7 pour un peu tous les styles de pêche qu'il effectue? Oui, il a raison. Je ne vais pas lui dire qu'il a tort. Maintenant, le jour où il a attrapé des gardons de 10 grammes, son élastique d'1,7 avec Stripa ou sans Stripa, c'est une connerie. Il va décrocher tous les poissons. Il est obligé de s'attaquer à des poissons qui font minimum 100-150 grammes. Tout ce qui est en dessous, ça ne va pas être adapté. Donc si vous voulez, on ne peut pas tout faire avec une chose. Ça serait formidable, mais à mon sens et à mon avis, aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a autant de tailles d'élastiques et d'élastiques différents, parce qu'il y a autant de poissons différents, de types de pêche différents, d'hameçons différents. Si vous voulez pêcher avec un hameçon 35-30 de chez nous, ou un hameçon fin de fer pour mettre un verre de vase avec un élastique de 1,7, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, ça ne fonctionnera pas. Donc, un hybride de 1,7, vous allez pouvoir utiliser un hameçon de 20 déjà un peu gros de fer, du fil minimum de 12 centièmes jusqu'à du 25. Voilà, mais la tranche, elle ne couvre pas tout. Elle couvre une grosse partie, ça je suis d'accord, mais elle ne couvre pas tout. Si vous voulez couvrir les extrêmes, il faut aussi utiliser certains extrêmes. Et si on va à la pêche, en général, on veut essayer de tout attraper. Si on se concentre que sur un type de poisson, effectivement, on peut utiliser un flotteur, un élastique, un hameçon. Mais après, on oblige le poisson à prendre quelque chose qu'on a décidé de lui donner, mais lui, il n'est pas toujours d'accord. Donc si on veut avoir plus de chances de réussir, il faut avoir plus de cordes à son arc, et on ne peut pas simplifier tout à une seule taille d'élastique ou une seule taille d'hameçon. À quel moment privilégiez-vous de monter sur un élément ou sur 2 éléments? Alors oui, alors déjà sur un élément, quand vous avez affaire à que des petits poissons, c'est suffisant, puisque ces petits poissons, ils ne vont pas tirer comme des fous, et si vous utilisez des élastiques de 0,5, 0,6, 0,7, vous pouvez les mettre sur un élément. Moi déjà, à partir de 0,7, je mets sur 2 éléments, parce que j'ai toujours peur de prendre une brème d'1 kilo au milieu de mes petits gardons, et je veux la sortir.
Parce que souvent, c'est ce qui fait la différence dans une compétition. Et même quand je vais à la pêche pour moi, j'aime pas ferrer, avoir le poisson au bout et qu'il me dise bye bye, au revoir, et de ne pas le voir. Je veux l'attraper. Même si je le remets à l'eau, c'est le plaisir de l'attraper. Donc, j'utilise à 95% des cas, toujours sur 2 brins. Sur un brin, on va privilégier plutôt des petits élastiques, plutôt pour des petites pêches d'ablettes, de petits gardons, dans des endroits peu profonds ou avec peu de fond. Parce que moins il y a de fond, plus vous devez utiliser un élastique souple. Plus il y a de fond, plus vous pouvez utiliser un élastique plus gros, parce que vous avez la résistance de l'eau qui va faire une tension sur l'élastique et qui va permettre qu'il sorte mieux. Mais quand il y a peu d'eau, comme il y a peu de résistance, si vous ferrez avec un élastique dur, l'élastique ne sort pas et vous décrochez le poisson. Donc, voilà dans quel cas, peu de fond, petit poisson, un seul brin. Ou poisson moyen calibré, il faut arracher et pas laisser le poisson partir dans des carpodromes où il y a des carpes moyennes et où il faut aller vite. Ça peut être bon d'avoir où on n'utilise pas le fighting parce que c'est une pêche de vitesse de poisson de 500 grammes par exemple, où il faut arracher le poisson. Mais là, il vaudra mieux mettre que sur un seul élément, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de gros poissons, c'est un carpodrome, on connaît les poissons qu'il y a là-dedans. Là, ça peut être aussi meilleur pour avoir plus de rapidité que sur 2 brins où il va sortir davantage d'élastique. Vous allez être obligé de déboîter plus loin, d'utiliser le fighting et vous perdez du temps. Donc dans ces cas-là, c'est un peu des cas extrêmes, petit poisson ou poisson calibré qu'il faut arracher, un seul brin. Dans tous les autres cas, 2 brins. Il y a une question au fond là-bas, Enrique, s'il te plaît. On ne va pas arriver à l'hameçon. Hein. Mais c'est bien qu'il y ait des questions. Bonjour Jean. Salut Marco. Ouais, tu mets combien de kits pour les élastiques? Combien de kits? Parle dans le micro, s'il te plaît. Combien de kits tu mets pour les élastiques? À combien j'ai... Oui, ben, si tu veux, moi j'ai l'avantage d'avoir beaucoup de kits. Je suis bien loti. Donc j'ai souvent les élastiques, un élastique de chaque taille sur chaque kit. Mais voilà, comme fait un peu tout le monde. Le truc, c'est que le jour où j'ai une compétition importante ou que je vais m'adapter, des fois, il n'y a qu'un type de poisson à attraper et il faut monter 2 ou 3 types de lignes. Donc là, je dois changer mes élastiques et remettre le même élastique dans 3 ou 4 kits différents. Ça peut arriver. Parce que des fois, parfois, c'est surtout vrai dans les endroits où il y a peu de fond, il faut utiliser des petits élastiques souples, même avec une ligne un peu plus grossière, parce qu'il n'y a qu'un ou 2 gros poissons attrapés au milieu d'une cinquantaine de petits. Et là, il faudra diminuer la taille d'élastique, même sur la ligne qui va rechercher un poisson plus gros, parce que si on met l'élastique trop dur, on décroche. Parce que pour moi, le pire des choses qui peut m'arriver quand je vais à la pêche, voilà, le pire qui peut arriver pour un pêcheur, c'est en fait d'attirer le poisson, c'est difficile. D'avoir la touche, c'est pas facile. De ferrer le poisson, de l'avoir à l'hameçon et de le perdre, ça c'est terrible. C'est ce qui peut nous arriver de pire. On a tout fait bien avant et la conclusion, on ne la réussit pas. Donc, on apporte souvent pas assez d'importance à l'élastique. Parce que c'est lui qui va être entre toi et le poisson et qui va te permettre de réguler la puissance, la force qu'on va devoir mettre pour maîtriser le poisson. Donc c'est très très important. Un élastique qui ne va pas bien, même pendant une compétition, on n'a jamais le temps et on n'ose pas. Il faut oser se lever, prendre le kit qui correspond ou le sion pour changer l'élastique en cours de pêche pour être mieux adapté. Il faut pas, parce que sinon on va perdre 2 ou 3 poissons et c'est ce qui va te manquer pour faire le résultat à la fin. Avec Maxime, on pêche souvent en américaine. Ça nous arrive, on prépare lui une partie de choses, moi une autre partie parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. À tous les deux, on se rend compte plus vite de ce qu'il faut faire. Et celui qui n'a pas tout à fait monté ce qu'il faut, il se lève pour aller remettre ce qu'il faut. Ça arrive souvent, même en compétition, même dans les plus grandes compétitions. Parce que partout, on va s'entraîner avant, on essaye de savoir, mais on ne sait jamais ce qui va se passer le jour J. Et donc, il faut être prompt à réagir. À 2, c'est plus facile parce qu'on peut couvrir une plus large palette et s'indiquer mutuellement ce qui doit être fait, et ça nous permet de réagir plus vite. Donc oui, il faut des élastiques différents dans les kits différents. Donc tu varies au moins 3 élastiques. Oui, si tu veux, on peut baser à ça, tu montes un 0,6 pour les petits poissons,
un 0,9 pour les poissons moyens et un creux de 1,60 pour des poissons un peu plus gros. Avec cette palette-là, tu couvres 80% des pêches qu'on peut rencontrer chez nous. Parce qu'avec le 1,60, tu peux quand même prendre des carpes. Si en plus il y a des carpes, tu montes un 2,20 ou un 2,50 creux. Et avec ça, voilà, avec 4 types, là t'es bien. Voilà. Merci. Alors, oui, il y a une autre question. Après combien de temps est-ce qu'il faut changer l'élastique? Alors, le latex, ça vieillit, je suppose, et une bobine qui est neuve, combien de temps est-ce qu'on peut la conserver aussi? alors, bon, je ne devrais pas dire ça parce qu'on vend des élastiques, je devrais vous dire de les changer régulièrement. J'ai des élastiques, j'en ai porté à Julien Turpel, là, qui est mon copain d'équipe. On a fait le championnat de France à Saint-Quentin cette année, il fallait utiliser de l'élastique de 0,5. Les jeunes, ils n'écoutent pas ce qu'on raconte. Ils sont là, mais ils ne nous écoutent jamais. Je leur avais dit, il faut des petits élastiques. Julien, heureusement, il en avait dans son sac. Il en a donné à toute l'équipe. Ça nous a permis de nous qualifier pour le championnat du monde, entre autres. Ce n'était pas que grâce à ça, mais ça a quand même aidé. Et il n'avait plus d'élastiques de cette taille-là et on ne les fait plus. J'ai retrouvé dans mes tiroirs chez moi des élastiques même de 0,4 qu'on avait vendus chez Salsas où plus personne n'en voulait, on n'en vendait pas. Mais dans certains endroits, quand il faut pêcher des petits hameçons, des petites ablettes, ça peut servir même pour se qualifier pour le championnat du monde. Donc j'ai retrouvé ces élastiques et je lui ai donné aujourd'hui. Donc ça sert et ça peut se conserver si vous le tenez au sombre dans un endroit qui est sec. 10 ans après, l'élastique il n'a pas bougé. Donc ça se conserve longtemps. Par contre, quand est-ce qu'il faut le changer? C'est facile. Avant la partie de pêche, vous tirez l'élastique du sion, vous passez le pouce sur l'élastique. Si vous sentez des craquelures, vous coupez. Si vous avez l'élastique qui est emmanché dans un plioir avec un cône, vous retirez, vous sortez 15 à 20 cm d'élastique, vous coupez en haut, vous remettez votre attache et vous défaites pour avoir la tension adaptée qui correspondra à votre pêche. C'est plus sécurisant. Et quand vous l'avez fait 2 ou 3 fois, l'élastique il est foutu, il faut le changer. Alors le fait en été, quand on tire sur la ligne pour mettre l'élastique au fond du sion, pour mettre l'hameçon au fond du sion et qu'il y a un mètre d'élastique qui ressort du bout de la canne, qui est exposé au soleil, automatiquement ils vont vieillir davantage. Quand vous rajoutez du liquide vaisselle dans le sion pour que l'élastique coulisse mieux, et ça fonctionne bien, même du produit spécial pour ça, pour faire glisser, c'est bien, l'élastique va vieillir beaucoup plus vite et va se consommer beaucoup plus vite. Je dirais que les élastiques classiques, si vous faites pêcher intensément tous les 3 mois, si vous pêchez peu, tous les 6 mois, si vous pêchez vraiment peu de fois que vous ne sortez pas les sions, ça peut durer 1 an sans problème. Simplement, vous avez le raccourcir un petit peu pour éliminer la partie qui a été endommagée par le soleil ou par votre partie de pêche. Mais ça conserve quand même assez longtemps. Alors par contre, il y a une différence entre le latex non coloré et le latex coloré. Le coloré a tendance à s'user plus vite que le latex blanc. Par contre, le coloré, pareil, on a remarqué, alors que c'est le même, quand il est coloré, suivant les couleurs, vous avez l'élastique qui est plus dur ou moins dur. C'est un truc incroyable. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Je pense que c'est le pigment, quand on colore l'élastique, qui fait ça. Et c'est pour ça que moi, souvent, je n'utilise pas qu'une sorte d'élastique. J'emploie des élastiques, des fois, du même diamètre, mais de 2 couleurs différentes. Soit un latex, soit un coloré, parce qu'ils n'ont pas la même souplesse. Souvent, le latex, il est beaucoup plus doux, et les élastiques de couleur claire sont plus doux que les élastiques de couleur sombre. Et les élastiques de couleur sombre, je vais les utiliser plutôt quand il faut arracher et soulever des petits gardons ou des petites plaquettes. Je vais mettre plutôt un coloré, parce qu'il faut les monter au tablier. Si au contraire, c'est que des poissons qu'il faut épuiser, je vais avoir tendance à utiliser dans le même diamètre plutôt un élastique clair ou un élastique naturel non coloré, parce qu'il sera plus doux et il me permettra d'avoir moins de décrochage. Par contre, quand il faut arracher un élastique trop souple, le poisson il monte, on ne peut pas bien l'attraper et en fait on peut le décrocher en l'attrapant mal à la main parce que l'élastique est trop mou. Si l'élastique est plus dur, on sait imaginer où le poisson va arriver et on est plus efficace. Donc ça aussi, ça a une importance. Rien que la couleur de l'élastique a une importance. À savoir que les colorés ont tendance à s'user plus vite que les latex.
Les plus résistants, c'est les élastiques creux à double corps, où il y a l'intérieur qui est blanc ou transparent et une couleur autour. Ceux-là, souvent, ils sont plus résistants parce que même craquelés, ils tiennent encore par la deuxième couleur, par le deuxième membrane qui est à l'intérieur. Mais en gros, si vous ne pêchez pas beaucoup, vous faites une saison avec le même élastique. Ce n'est pas si coûteux que ça. L'inconvénient, c'est qu'en fait, des fois, ces élastiques-là, ils ne sont pas adaptés. Et si vous n'avez que 3 ou 4 kits, vous êtes obligé de changer parce que ce n'est pas adapté à la pêche que vous allez faire. Alors, ce que vous faites, quand vous coupez ras, vous le repliez sur un plioir, et puis vous le réutilisez une autre fois. Ça fonctionne aussi, d'autant plus si vous avez de la marge d'élastique déjà sur le plioir de votre cône. Vous défaites tout ça, vous remettez sur un plioir, vous remettez l'élastique dans une feuille de papier ou du sopalin et vous le mettez dans un tiroir sombre. Vous pouvez le ressortir l'année d'après et vous pouvez le réutiliser s'il est bon et que vous devez le changer par un autre qui sera plus adapté. Il n'est pas perdu, vous n'avez pas besoin de le mettre à la poubelle. Après, si vous ne comptez pas votre porte-monnaie, vous le mettez à la poubelle et vous allez chez Salsa s'en racheter, ça va bien se passer. D'autres questions? Alors, pour continuer par rapport à l'élastique, on arrive après sur le nylon. Après, vous avez le raccord aussi de l'élastique avec la ligne. Alors, il y a plusieurs possibilités. Les gens qui pêchent les carpes à les carpodromes, maintenant, mettent ça sur une petite attache d'acron. Alors, c'est vrai que c'est commode, ça ne tape pas quand ça revient contre le sion, c'est plus discret, c'est moins facile pour régler la bannière, mais en général, les gens qui vont dans les carpodromes, ils savent la profondeur, tout. Donc, ils ont déjà les lignes toutes préparées. Et le petit d'acron, c'est très bien. Moi, personnellement, je pêche plus les parcours sauvages, entre guillemets, et je préfère utiliser les petites attaches Stonefo. Alors, toutes les mini pour les élastiques de 0,5 jusqu'à 0,9 ou 0,8, les moyennes de 0,8 jusqu'à 1,2 et les un peu plus grosses à partir de 1,2, et puis il y a 2 ou 3 tailles dans les grosses, et même sur les élastiques creux, j'emploie des Stonefo. Moi, je préfère ça parce que ça me permet de régler ma bannière de façon très rapide. On tire, on règle la bannière et voilà. Alors l'inconvénient, c'est que quand on perd une carpe, qu'elle se décroche et que ça tape contre le sion, le Stonefo en plastique dur, alors maintenant on en fait avec du plastique, le dernier qui amortit, et c'est mieux. Mais voilà, mais sinon le dacron pour les gros poissons, c'est quand même pas mal. Et après le Stonefo pour tout le reste. Moi je l'emploie surtout parce que j'aime pas faire la double boucle pour attacher le dacron et j'ai pas confiance, j'ai toujours peur que ça se défasse. Et après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que des fois, le dacron, quand on l'accroche sur l'élastique, il a tendance à bouffer l'élastique plus rapidement que l'attache Stonefo. Parce que moi, je fais l'attache Stonefo sans faire de nœud. Je passe une boucle dans le trou et je repasse la boucle sur mon attache, ce qui fait qu'il n'y a pas de nœud, c'est juste un nœud coulant. Et je trouve que ça s'use moins vite à l'attache que si on attache direct sur un élastique. On gagne un petit peu de vie de son élastique. Donc voilà pour les attaches. Bon, ensuite le fil, l'attache classique, une boucle qui permet de relier la ligne. C'est ce qui convient le mieux. Il vaut mieux faire un double nœud à la boucle. Vous passez 2 fois dans votre boucle avant de serrer la boucle. Vous serrez bien les boucles. Je mets toujours un dégorgeoir, une petite barre de fer dans la boucle avant pour bien serrer le nœud, pour qu'il ne coulisse pas, parce qu'un nœud mal serré, quand le poisson va partir, il va coulisser. Le fait qu'il coulisse, il va chauffer le fil et vous allez casser. Le fil, il peut être assez résistant, mais si vous avez mal fait la boucle, ça vaut ça pour la boucle en haut, mais ça vaut pour la boucle du bas de ligne. Donc attention, faites des boucles bien serrées. De faire une double boucle, c'est bien. Mais moi, je trouve que c'est grossier. Et en serrant une boucle simple, ça va bien. Et sinon, la boucle que je trouve qui va bien pour la ligne, c'est aussi de faire un 8. Quand vous avez la boucle, vous tournez la boucle et vous passez la boucle dedans. Et ça permet d'avoir un double nœud qui est plus discret. Et qui en même temps fait moins grossier. Bon, quand vous faites un rajout aussi de ligne, parce que votre ligne elle est trop courte et vous voulez pêcher dans plus de fond, on est obligé de rallonger la ligne. Bon, mais là, il vaut mieux faire des simples boucles pour que ça passe bien dans l'œillet du flotteur. Parce qu'il y a ça aussi, des fois, qui peut être un inconvénient quand on fait une double boucle.
Et quand on fait une simple boucle, il faut absolument la serrer au maximum pour ne pas avoir l'inconvénient que le nœud glisse, que vous soyez cassé de façon intempestive. Donc attention aux boucles aussi. Donc, vous voyez dans la ligne, il y a tout qui est important, même la boucle. On descend au flotteur. Bon, mais le flotteur, quel flotteur utiliser? Bon, ben, suivant les parcours, vous allez utiliser en eau calme, on va utiliser plutôt un flotteur allongé. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant. C'est un flotteur qui, naturellement, va avoir tendance à s'enfoncer plus facilement, à apporter moins de résistance. Quand le poisson va aspirer, ben, un flotteur allongé va être meilleur pour avoir la touche. Par contre, s'il y a un peu de courant, s'il y a du vent qui se développe, la ligne légère, le flotteur allongé, il va danser dans l'eau et vous allez moins bien maintenir votre ligne. Donc attention à ça aussi. Le même parcours avec du vent et sans vent, il va falloir soit utiliser une boule ou un flotteur goutte d'eau, soit utiliser un flotteur allongé. Si le poisson est difficile, un flotteur allongé, ce sera plus dur. Pour les gardons, qui sont des poissons très malins, un flotteur allongé, ce sera plus dur, ça sera mieux. Par contre, pour une brème, quand c'est des grosses brèmes qui mangent posées par terre ou un poisson-chat, il vaudra mieux une boule, même s'il n'y a pas de courant, pour avoir le flotteur le plus stable possible, que ça ne bouge pas, parce que vous aurez plus de chances d'avoir une touche avec un flotteur bien stable sur des gros poissons comme ça. Mais la même brème qui fait 500 grammes, quand elle fait 120 grammes et qu'elle monte entre deux eaux, ben il faudra des flotteurs hypersensibles, parce qu'elle ne fait que des petites touches de relevé. Donc là, il faudra privilégier des flotteurs avec des cols très fins dans le haut pour visualiser la touche relevée. Alors ce qui est très bon aussi, quand on a affaire à des plaquettes, c'est de peindre l'antenne de deux couleurs. Si on voit pas bien le jaune ou le rouge parce qu'il y a un fond blanc, on peint l'antenne en noir, mais pas 100% de l'antenne, que 50%. Et on garde 50% dans la couleur initiale, rouge ou jaune. Ça a pour effet que quand vous équilibrez le flotteur jusqu'à ras du noir, donc vous avez 1 ou 2 cm d'antenne colorée sous l'eau et 2 cm d'antenne hors de l'eau, et dès que vous allez avoir la touche, souvent pour les plaquettes, tac, vous avez un petit relevé, vous voyez le contraste entre le noir et le jaune ou le rouge, et vous savez que c'est le moment où il faut ferrer. Donc l'antenne aussi va jouer un rôle prépondérant dans la réussite de votre pêche. Si vous avez une antenne plastique, si vous avez une antenne fer, si vous avez une antenne fibre, si vous avez une antenne plastique creuse, tout ça, ça va jouer. Donc une ligne, c'est des milliers de choses importantes, les unes adossées aux autres, c'est une chaîne. Si vous loupez un seul truc au milieu, votre partie de pêche, elle est presque foutue. Donc il faut être très attentif à tout ça, réfléchir dans le sens de la logique. J'ai un petit hameçon, je m'adresse à des petits poissons, je ne vais pas mettre une antenne creuse de 2 mm qui résiste à un plomb numéro 4. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Le poisson ne va pas pouvoir enfoncer et il ne va pas prendre. Vous n'aurez pas de touche. Simplement à cause de ça, même si vous avez le bon poids de flotteur. Vous allez avoir, ça va faire un petit truc comme ça. Par contre, vous pêchez avec un maïs, vous cherchez des poissons de 500 grammes, vous avez un élastique de 2,5. Si vous mettez une antenne fer super sensible, ça ne va rien valoir. Parce que le moindre petit que le maïs va accrocher dans le fond, l'antenne va s'enfoncer. Vous ne saurez pas si c'est la touche ou si c'est le poisson. Quand on fait ravide au maïs, on perd le maïs. Il faut ramener ou on a de fortes chances de le perdre. Et on perd du temps. Et la ligne, elle n'est pas à l'eau, donc on a moins de touches. Donc tout ça, ça va être en rapport. En rapport de lèche que vous allez utiliser, vous allez mettre l'antenne. Et en rapport de cette antenne, vous allez aussi avoir l'élastique. Et en rapport de l'élastique, il va être en rapport du poisson. Et suivant l'hameçon par rapport à lèche, vous allez aussi avoir tout ça. Donc tout ça, ça doit être bien organisé et la ligne elle doit être montée de façon logique par rapport à ce que vous recherchez. Petit élastique, ligne antenne fine, flotteur plutôt léger, plutôt allongé s'il n'y a pas de courant, plutôt davantage de plomb pour avoir une couronne de plomb plus longue si vous pêchez avec un élastique allongé, un hameçon fin de fer et une petite èche, un pinky ou un verre de vase au bout de l'hameçon. Ça va être cohérent. Votre partie de pêche elle a plus de chances d'être réussie. Au contraire, gros poisson, un plus gros élastique, une antenne creuse plus grosse, plutôt une forme un petit peu plus boule parce que ça va vous permettre de mieux stabiliser la ligne. Si vous pêchez dans du courant, moins de plomb sur votre ligne ou une olivette qui va permettre de mieux bloquer dans le courant parce que si vous avez une trop longue couronne de plomb
vous n'allez pas pouvoir bloquer. Au contraire, avec une masse de plomb qui sera le même poids, 1 gramme, si vous le montez avec des plombs de 8, il va me falloir 15. 1 gramme, si vous le montez avec des plombs de 4, il va me falloir 5. Donc, avec les 5, vous aurez la masse de plomb sur 1/3 par rapport à des plombs de 8. Vous allez pouvoir mieux bloquer votre ligne, elle sera plus stable, et avec le même poids, vous avez plus de chances de prendre un poisson plus gros, suivant les plombs que vous allez mettre. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte, et après, bien sûr, l'hameçon et les èches. Mais pour continuer sur le flotteur, j'ai parlé de l'antenne, les gaines. Je vois beaucoup de pêcheurs, même au plus haut niveau, au championnat du monde, ils n'ont pas les bonnes gaines sur les flotteurs. Vous allez me dire, mais ils ne sont pas idiots. Non, non. Mais sur des petits flotteurs pour pêcher la blette ou pour pêcher les petits gardons, je vois des gars avec des gaines de 1 cm. Ils en mettent 3 sur la quille qui fait 8 cm. Ils ont plus d'1/3 de la quille qui est recouverte de plastique. Le plastique, c'est pas sensible. Hein. Ça retient. Oui, il y en a un, il lève les mains là parce qu'il fait la connerie. Mais même dans ma propre équipe, je leur fais la chasse avec ça pour leur dire, les lignes, elles ne sont pas bien montées, les gars. On n'a pas besoin, sur des petits poissons comme ça, d'avoir des gaines aussi lourdes et aussi longues. Avec 1 mm et demi de gaine sur les 2 gaines intermédiaires et avoir une gaine un peu plus longue qui dépasse la quille pour empêcher que le flotteur tourne, ça c'est très important. Ça permet de réduire de moitié la longueur de gaine qu'on va mettre sur le flotteur et ça garde plus de sensibilité à votre flotteur. Alors vous prenez un flotteur super sensible, une antenne super sensible et vous mettez des gaines grossières. Pareil, si vous avez la possibilité, alors aujourd'hui, on trouve de moins en moins dans le commerce, nous on en avait avant, mais les fabricants qui faisaient les gaines fines, ils ne font plus. Donc on a des gaines moyennes. Donc moi je réduis le problème en me faisant, comme elles sont très, très costauds nos gaines maintenant, je fais des longueurs de gaines très courtes. Mais avant, on avait des gaines super fines à l'extérieur, pas que le trou intérieur, qui permettaient de ramener très peu de poids et d'avoir un flotteur qui s'enfonce tout seul. Alors, c'est pas vrai que ça a une importance sur des brèmes d'1 kilo. On est d'accord. C'est pas vrai que ça a une importance sur une carpe. Encore que. Mais sur des tout petits poissons, et parfois on arrive à voir des championnats, on a vu cette année à Béthune, il ne fallait pas des gros poids, il fallait aussi attraper des petits poissons pour sauver la mise. Et quand on pêche en équipe, c'est pas que gagner qu'il faut, c'est le dernier classé qui fait gagner l'équipe. Et le dernier classé, des fois, il a une mauvaise place, il ne peut pas attraper de gros poissons parce qu'il ne les a pas, mais toutefois, il peut sauver la mise en attrapant des petits poissons. Et ces petits poissons, si on a une ligne parfaitement montée, on a beaucoup plus de chances de les attraper. Souvent, on dit « Ah ben lui, c'est un pêcheur de petits poissons, lui, c'est un pêcheur de gros poissons ». Mais souvent, c'est parce que le gars, c'est pas qu'il est pêcheur de gros poissons, c'est qu'il ne fait pas attention suffisamment à ses petites lignes et il ne prend pas de petits poissons à cause de ça, parce qu'il a des lignes un peu trop grossières, adaptées aux poissons. Donc ça aussi, il faut y faire attention. Donc faites aussi attention à vos diamètres de gaine, à vos longueurs de gaine que vous mettez sur la quille. Il ne faut pas une gaine trop dure, parce que si vous avez sur un petit fil une gaine qui serre de trop, quand vous allez vouloir bouger la ligne, crac, ça va casser le fil. Ou sur une boule, faire toujours attention à la première gaine qu'on met sous le flotteur. Je vois la plupart des pêcheurs, ils mettent la gaine sous le flotteur, carrément. Quand vous avez une boule, le fil, s'il ne passe pas à l'intérieur, dans un fil intérieur, s'il passe à l'extérieur, si vous bougez ça sans bouger la gaine, vous fendez votre flotteur. Si vous ne le fendez pas, c'est très bien, c'est que vous avez une couverture de peinture qui est énorme. Mais le flotteur, il ne vaut plus rien. Ah oui, c'est bien, on ne le fend pas. Mais vous avez un flotteur d'1 gramme qui est 2 fois plus gros. Donc ce n'est pas bon non plus, parce qu'il ne s'enfoncera pas bien. Donc il faut avoir une faible couche de peinture, et il faut respecter cette faible couche de peinture en mettant une gaine 3 cm ou 4 cm plus bas que le corps du flotteur, ce qui fait que vous réduisez l'angle et vous avez moins de chances que de scier le flotteur. Donc vous voyez, je vais dans des détails à l'extrême, mais monter une ligne, c'est tout ça. C'est jusqu'à regarder que quand on bouge le fond, ben on ne va pas couper son flotteur, parce qu'après le flotteur il est coupé, il faut remettre du vernis dessus, donc après il va peser davantage, il va tenir moins, et il va être moins efficient. Donc petites erreurs, grosses conséquences. Alors on descend, on est arrivé aux gaines, on arrive au plomb. Une bonne plombée, c'est aussi celle, je l'ai un petit peu expliqué, qui va être adaptée au flotteur. Un flotteur rond, une boule, il va falloir
peu de plomb dessus, parce qu'en fait, c'est fait pour stabiliser la ligne. Donc, il vaudra mieux une plombée massive, une olivette ou une masse de plomb. En général, 5 plombs regroupés de la même taille, 2-3 plombs en dessous pour s'il faut avoir une ligne qui descend doucement tout en étant lourd. Ça, c'est bien. Une boule, ça se monte entre 8 et 5 plombs. Voilà. Ça, c'est ce qui convient bien pour une boule. Pour un flotteur allongé, ça se monte entre 12 et 8 plombs. Voilà, ça c'est ce qui correspond à un flotteur allongé. Mais attention, dans le flotteur allongé, il y a une antenne. Et l'antenne, ça porte ou ça porte pas. Et on pêche dans des eaux, des fois deux plans d'eau différents. Vous mettez le même flotteur équilibré. À un endroit, il n'est pas assez équilibré, à l'autre endroit, il coule. Parce que vous avez des eaux qui portent différemment. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il faut enlever un plomb. Enlever un plomb avec les dents, certains, parce qu'ils n'ont pas de pince. Alors ceux qui ont les dents de travers, ils coupent le fil. Ça arrive, donc la ligne, elle est foutue. Et celui qui n'a pas de bonnes dents, il va chez le dentiste, ça lui coûte un argent fou. Donc il suffit d'avoir une pince, mais surtout, au-dessus de la plombée, pas en dessous, au-dessus, on met 3 petits bouts de style carré. Alors, suivant l'antenne, si c'est une antenne fine, on va mettre du style de 13, de 12 et de 11, qui va correspondre pour faire équilibrer votre ligne parfaitement. Si vous pêchez avec un flotteur de 2 grammes, vous allez mettre du 10, du 8 et du 6, tout ça au-dessus de la plombée, ce qui fait qu'au bord de l'eau, vous mettez votre flotteur avant de pêcher, vous voyez que l'eau, elle ne porte pas, le flotteur coule, le style, c'est du plomb pur. Vous mettez votre pince pour serrer les plombs d'un côté du style, avec l'ongle, vous faites doucement, il s'ouvre tout seul. Ça n'abîme pas le fil et ça équilibre votre ligne parfaitement. Donc il faut toujours équilibrer à la maison toutes vos lignes quand vous les préparez avec 2 à 3 petits bouts de style au-dessus de la plombée pour après pouvoir être efficient au bord de l'eau pour enlever. S'il faut en rajouter, c'est facile. Mais en enlever, ça peut être un inconvénient avec du nylon fin. Et en général, on pêche quand même avec des nylons assez fins. Et le moindre impact qu'on va mettre sur le nylon, ça peut être dommageable parce qu'après, on peut être cassé par le poisson. Donc attention aussi à ça. Pour mettre un plomb, comment on met un plomb? Déjà pas avec les dents. Il y en a qui y arrivent, mais c'est pas bon. Une petite pince à plomb, c'est bien. Mais quand on a des gros plombs, une pince, des fois, c'est pas assez puissant. Donc il y a des pinces de puissance différentes. Il faut avoir les deux. Et ensuite, vous prenez le plomb. Vous avez la fente, vous mettez votre fil, vous serrez avec la pince. Le plomb est serré, vous essayez de le faire coulisser, il ne coulisse pas bien. Il ne faut pas faire ça. Vous serrez le plomb. Dès que vous pouvez le serrer à fond. Dès que vous l'avez serré, vous le faites pivoter d'un quart de tour. Et vous resserrez sur la fente. Ce qui fait que ça va faire ouvrir à l'intérieur. Et là, votre plomb, il va coulisser parfaitement sans endommager le fil. C'est tout simple. Ça fonctionne sur tous les plombs, même les plus mauvais. Si en plus vous avez un plomb mal centré, quand vous le faites pivoter d'un quart et que vous voyez immédiatement qu'il est mal centré, vous l'éliminez. Donc chaque plomb, vous devez le tester, vous voyez qu'il n'est pas bon, vous l'éliminez et vous testez par le fond, de façon à pouvoir l'éliminer jusqu'à ce que le plomb, ils soient tous bien centrés les uns en face des autres. Alors il peut arriver d'en avoir un légèrement décentré. Bon, maintenant on trouve dans toutes les marques des plombs assez de bonne qualité qui arrivent à être centrés. Maintenant, c'est impossible d'avoir 100% des plombs centrés. Quand vous avez 60-70% des plombs qui sont bien centrés, c'est déjà une bonne boîte de plombs. Et il ne faut pas vouloir avoir 100%, ça n'existe pas. Ou après, c'est que des plombs moulés. Ça peut exister, mais ça n'existe pas dans les petites tailles. Donc, pour avoir un truc parfait, il faut accepter d'éliminer quelques plombs, c'est pas bien grave, mais c'est important d'avoir une ligne avec les plombs bien centrés. Donc attention à ça, vous respectez bien entre 5 et 8 plombs pour les flotteurs boules, entre 8 et 12 voire 15 plombs pour les flotteurs allongés. Voilà, ça c'est ce qui correspond. Plus vous mettez de plombs, plus c'est difficile à faire, plus c'est fastidieux, plus c'est long. Alors les Italiens, eux, quand ils pêchent à la bolognaise, même à la canne au cou, quand ils pêchent les carassins à l'agrainage, ils font des chapelets de 20 plombs. Maintenant, bon courage. Moi, personnellement, j'ai essayé parce qu'ils ne sont pas fous, c'est des bons pêcheurs et ils nous mettent des raclés des fois. Donc, il faut s'inspirer de ce que fait tout le monde. Personne n'a la science infuse. Bon, je n'ai pas remarqué une nette différence que ce soit vraiment meilleure. Et ça apporte beaucoup plus d'inconvénients, d'emmêlage.
et puis de fastidieux à mettre en place sur la ligne. Donc je l'ai laissé tomber dans, je ne dis pas 100%, mais 99% des cas. Je ne mets jamais au-delà de 12 plombs, réellement. 12, c'est les flotteurs allongés, et 7-8, c'est les flotteurs boules, quoi, ou moyens. Voilà. Ça, c'est la moyenne, et c'est ce que vous pouvez faire. Ça fonctionne, donc il n'y a pas d'emmêlage. Le groupe parfait, c'est 5-6 plombs regroupés, 2 autres en dessous. En gros, si vous avez des bas de ligne de 15 cm, vous mettez le premier plomb 5 cm au-dessus de la boucle à 20, vous mettez le deuxième plomb à 15, vous mettez la masse à 10, donc ça fait 20 plus 15, 35, plus 10, 45. En gros, les plombs à 50 de l'hameçon, 80% des pêches, c'est ça. Le jour où vous avez plein de petits poissons qui prennent à la descente, il faut tout regrouper contre le bas de ligne. Le jour où vous avez 4 mètres de fond, que les poissons ne sont pas vraiment fixés, vous pouvez avoir la plombée à 1 mètre pour que ça descende tout doucement, pour avoir plus de chances de rechercher le poisson et de trouver la bonne profondeur où il est. Si vous voyez que le flotteur fait ça, c'est que les poissons vous ont pris à la descente. Ça doit vous indiquer, bon, le poisson, il n'est pas au fond, il est décollé. Dans un premier temps, vous baissez un peu de fond pour voir si vous avez la belle touche. Si ça ne se fonctionne pas, et que vous faites manger le ver de vase, surtout quand on pêche à l'asticot, ça va, c'est une éche assez costaud, mais quand on pêche au ver de vase, dès que vous êtes touché, c'est fini, le poisson il ne prendra plus. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser les plombs. Parce que tant qu'on a les vers de vase mangés, c'est qu'on a les plombs trop hauts. Il peut aussi, et il y a l'autre cas, tant que vous avez des touches qui ne partent pas et que ça fait tac, c'est que vous avez les plombs trop bas. Donc, un flotteur qui ne s'enfonce pas, on monte les plombs. Un ver de vase qui est mangé sans voir la touche, on descend les plombs. C'est basique, mais c'est ce qui vous permettra d'être plus efficace. Donc, vous voyez, tout a une importance. Tout a absolument une importance. Alors ensuite, on arrive au bas de ligne. Entre le bas de ligne et le corps de ligne. Attention, je vois beaucoup de pêcheurs, ils mettent du 9 avec du 8 en dessous. C'est bien, mais l'inconvénient, c'est que souvent le corps de ligne, s'il est trop fin par rapport au bas de ligne, vous avez plus de risques quand vous avez bougé votre flotteur d'endommager le fil. Moi, personnellement, je mets entre 2 et 3 centièmes d'écart entre le bas de ligne et le corps de ligne pour les lignes fines, et je mets entre 4 et 6 centièmes d'écart pour les lignes grossières. C'est-à-dire, dès que j'ai un bas de ligne de 12, je mets du 16. Et que j'ai un bas de ligne de 14, je mets du 18. Et j'ai un bas de ligne de 16, je mets du 20, voire du 22. J'ai plus peur. Par contre, du 6, je ne le mets pas sur du 10, je le mets sur du 9 ou du 8. Et du 6 en bas de ligne. Du 7, je vais le mettre sur du 9 ou du 10. Et ainsi de suite. Mais dès que j'arrive à des plus gros bas de ligne, en général, mes plus gros... Alors, les petits bas de ligne, je les fais souvent plus courts. 10 cm, voire 7, quand on pêche des ablettes ou des petits poissons en surface. Mais en général, c'est 10 ou 12 cm et 15 quand on pêche au fond. Et les lignes de 12, 14, 16, je vais faire plutôt 15 et 20 cm de bas de ligne en pêche au cou. Je fais plutôt 20. Alors, pourquoi un bas de ligne plus court? Pourquoi un bas de ligne plus long? Alors, un bas de ligne plus court va vous permettre de mettre le plomb de touche, parce que ce n'est pas très bon de mettre un plomb sur le bas de ligne, parce que le bas de ligne étant plus léger, plus fin que le corps de ligne, vous avez plus de chances avec le plomb de l'endommager. Donc si vous l'endommagez, ben là vous cassez encore plus vite, puisque c'est la partie la plus faible de la ligne, c'est le bas de ligne. Donc il ne faut jamais mettre de plomb sur le bas de ligne. C'est pas conseillé. Ça peut être qu'un cas extrême, quand vous avez que des bas de ligne longs, et que vous avez des petites touches que vous n'arrivez pas à avoir, bon, mais là, vous n'avez pas de bas de ligne court, ben, vous pouvez le raccourcir. Et si vous ne voulez pas le raccourcir, vous pouvez mettre un plomb sur le bas de ligne. Mais ce n'est pas conseillé, c'est mauvais comme truc. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est faire des bas de ligne plus courts pour pouvoir rapprocher vos plombs au maximum du flotteur pour percevoir la touche. Et au contraire, quand vous allez avoir affaire à des gros poissons, surtout des poissons qui démarrent d'un coup sec, plus vous avez le bas de ligne long, plus le bas de ligne pourra être élastique, moins vous aurez de chances d'être cassé. Donc, de rallonger votre bas de ligne va vous donner plus de chances d'attraper le poisson. Par contre, vous serez moins précis pour voir la touche. Donc, on mettra des bas de ligne plus longs quand on utilise des vers de terre, du maïs, un double ou un triple asticot. Les grosses èches, puisque là, le poisson, il peut s'y reprendre à plusieurs fois. En général, avec les grosses èches, on pêche posé au fond.
donc de poser au fond plus long de bas de ligne, ça ne gênera pas. Et ça vous permettra d'avoir une sécurité supplémentaire quand vous allez toucher ce gros poisson, d'être cassé moins vite. Parce qu'un bas de ligne de 10 cm, naturellement, il va s'étendre 2 fois moins qu'un bas de ligne de 20. Ça, c'est mathématique. Et donc, pour le même diamètre. Donc, automatiquement, vous avez plus de chances, avec un petit diamètre et un bas de ligne plus long, de contrôler un gros poisson. Par contre, vous avez plus de chances de ne pas voir la touche si vous pêchez avec un petit hameçon et une èche sensible. Donc, tout ça, c'est comme les antennes, c'est comme tout, ça doit avoir un rapport. En général, les petites lignes fines, on ne met pas des bas de ligne 25 dessus, on met des bas de ligne 10 ou 12. Les grosses lignes, on ne met pas des bas de ligne de 10, on met plutôt des bas de ligne de 15, 20 ou 25. Voilà, ça c'est la base, mais ça reste ce qui est le plus efficace. Ensuite, bon, alors les nœuds, on en a parlé. Attention, il faut faire des nœuds bien serrés. Les boucles trop petites pour les bas de ligne, ça ne me plaît pas. Alors, premier truc, vous voyez, aujourd'hui, j'ai besoin des lunettes. Donc, avec une boucle plus fine, j'ai déjà plus de mal à remettre mon bas de ligne quand j'ai cassé. En plus la boucle est fine, plus elle est rigide. Parce que si vous faites une boucle plus longue, même double, elle va être moins rigide à la mise en place qu'une boucle très courte qui apporte une rigidité sur peu de centimètres, ça va être plus rigide. Donc ça risque à couper la présentation de votre ligne. Donc voilà, vous pouvez mettre une boucle très courte, plus le fil est fin, plus la boucle doit être courte, mais pas exagérément trop courte. Déjà pour la facilité de remettre le boucle dans boucle de votre bas de ligne, et 2 pour la présentation. Donc tout ça, vous devez aussi faire attention à ça. Que le nœud soit bien serré pour qu'il ne bouge pas. Ensuite, vous passez à l'hameçon. Alors, les hameçons, bon, vous pouvez les acheter tout près. Aujourd'hui, on trouve des hameçons tout près dans le commerce, parfaitement montés, de très haute qualité, avec du bon nylon. Mais moi, je suis encore à monter mes hameçons à la main. J'emploie pas de monte-hameçon, c'est mieux avec un monte-hameçon parce que tout est pareil. Mais bon, je suis habitué comme ça, je fais comme ça. Je monte mes hameçons à la main. Alors, si le nombre de tours qu'il faut faire. Alors, j'avais un ami qui était capitaine de l'équipe de France qui me disait autant de tours que de centièmes. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que le 6, si vous mettez que 6 tours, c'est pas assez. Donc, en moyenne, les petits fils de 6 à 10 centièmes, vous faites entre 8 et 9 tours. À partir de 10, vous faites 9-10 tours. Et de 14, 16, vous pouvez aller jusqu'à 12 tours. Il ne faut pas faire moins de 7 tours et il ne faut pas faire plus de 12 à 13 tours. Parce qu'après, ça fait de trop sur l'hameçon. Et sur les petits hameçons et le petit fil, si vous employez du 6, si vous faites 12 tours, ça va être mieux. Mais par contre, quand vous allez vouloir faire glisser le nœud pour qu'il vienne contre la palette, il ne va pas bien glisser et vous risquez de casser le fil, ça va l'endommager. Donc en général, 8 tours, c'est bien pour le tout petit fil. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Pareil, bien serrer le nœud. Quand bien vraiment tirer, accrocher l'hameçon à une pointe et tirer sur le nœud une fois qu'il est fait pour sécuriser le nœud. Parce que si le nœud n'est pas sécurisé et que vous avez la possibilité qu'il bouge légèrement sur l'hameçon, quand le poisson va partir, ça va faire bouger, ça va chauffer, ça chauffe très vite et clac, ça va casser immédiatement, beaucoup plus vite. Donc attention aussi au nœud, attention à ça. Pareil, quel hameçon par rapport à quel fil. Alors là, bon, on va garder ça pour la fin, parce que j'ai parlé beaucoup trop. On revient sur l'élastique et l'attache, on passe au flotteur. Si vous avez des questions, allez-y. Sinon, on va arriver au bout d'une heure et puis Maxime, il n'aura pas parlé, moi non plus. Vous pouvez poser des questions à Maxime aussi, il est impatient de répondre. Alors il me dit, à moi, en douceur, c'est pas grave, tu vas répondre. Mais il veut répondre. Allez-y si vous avez des questions. Vas-y, Enrique. Bonjour Jean, merci. Tu vas pas parler au niveau de la matière des quilles des flotteurs. Est-ce que ça influe sur le carbone et le fer? Tout à fait, tu as entièrement raison. Je suis allé un peu trop vite. Je n'ai pas parlé de la quille, ça influe énormément. Dans les quilles fer, il y a déjà les diamètres. Vous pouvez avoir des diamètres très fins, des quilles très courtes, des quilles plus longues. Une boule, en général, c'est fait pour stabiliser. Donc c'est mieux une quille en fer. Et une quille en fer, grosse. 0,9, 1,
1,2, il ne faut pas avoir peur. Plus la quille est grosse sur une boule quand on pêche dans le courant, mieux votre flotteur va se comporter parce qu'il va se stabiliser. Quand vous avez le calet, il ne va pas se coucher, donc il va être très bien. Sur les petits flotteurs hypersensibles, une quille en fer très fine va donner la sensibilité, va permettre au flotteur de s'enfoncer beaucoup mieux. Donc là, fine, je parle 0,4, voire 0,3 sur un flotteur à blette. En général, c'est 0,4, 0,5 sur des flotteurs de 0,20 à 0,80. Ça, c'est le bon diamètre pour la quille fer. Alors, le carbone ou la fibre de verre, à quoi ça sert? Un, c'est plus résistant, ça ne se tortille pas. Un flotteur avec une quille fer, quand vous l'avez tordu pour la redresser, ou à l'eau, le flotteur, il est presque foutu. Une quille carbone, vous le tordez dans tous les sens, vous avez touché une carpe, elle vous a tortillé le flotteur en deux, clac, ça se remet tout droit, ça va bien. Alors c'est très bon, les quilles carbone ou les quilles fibres, quand vous avez tendance à pêcher à l'agrainage et que le poisson prend à la descente. Là, dans ce cas-là, une quille carbone va permettre au flotteur d'être beaucoup plus lent à se mettre en position, donc à rechercher davantage la profondeur à laquelle va se trouver le poisson, et ça sera un plus. Ça vous permettra d'avoir plus de chances de provoquer la touche. Donc vous allez utiliser le carbone ou la fibre de verre pour les asticots, pour le maïs, qui sont des èches où le poisson, souvent, il vous prend à la descente. Dès que vous avez une èche qui doit être prise sur le fond, stable, il vaudra mieux une quille fer. On peut stabiliser avec du carbone, mais c'est moins vrai. Parfois, j'ai vu, dans le grand vent, on pêche avec une quille fer qui stabilise et on n'a pas de touche. Et là, ce jour-là, c'est l'exception qui confirme la règle, mais il faudra utiliser une quille carbone avec le flotteur qui danse dans la vague, et c'est ça qui va provoquer la touche. Ça arrive. C'est vrai dans 10-20% des cas. Dans 80% des cas, c'est la quille fer. Mais dans 10-20% des cas, il ne faut pas exclure ce flotteur quille carbone ou quille fibre d'un endroit où il y a de la vague, où ça remue, parce qu'il risque à beaucoup mieux se comporter, à utiliser la vague, et c'est ce qui va provoquer la touche du poisson, parce que ça va lui sembler plus naturel que l'èche, elle suive le mouvement de l'eau. Ce n'est pas toujours vrai, mais ça l'est parfois. Donc il ne faut pas oublier ça, ce n'est pas une règle. Les règles que je vous donne, en aucun cas, elles sont vraies à 100%. Je ne peux pas vous dire que je détienne toute la vérité. À 70% des cas, vous faites ce que je vous dis, ça fonctionnera. Mais à 100%, je ne peux pas vous l'assurer. Mais voilà, donc la quille carbone, oui, c'est très bon dans ces cas-là. Et c'est aussi très bon quand on va vers des poissons super puissants, qu'on utilise des fils qui passent à l'intérieur du corps de flotteur. C'est souvent meilleur une quille carbone ou une quille fibre, parce que c'est indestructible ou pratiquement. Vous aurez cassé le flotteur avant de casser la quille, quoi. Et le fer, c'est mieux pour les pêches plus sensibles, plus techniques, ou les pêches à retenir dans le fort courant. Voilà, sur les flotteurs plats, il y a beaucoup de flotteurs plats, on les voit faits avec des quilles carbone. Pour moi, c'est une connerie. C'est une quille fer qui va. Il faut une quille fer. Parce que le flotteur plat, c'est fait pour bloquer. C'est pas fait pour glisser ou autre. On peut prendre des poissons avec un flotteur plat à glisser, c'est pas interdit. Et ça peut fonctionner dans de rares cas. Mais dans la plupart des cas, si vous prenez un flotteur plat, privilégiez une quille en fer. Ça stabilisera encore mieux le flotteur. C'est ce qu'on recherche avec un flotteur plat. D'autres questions ? Oui. Alors les plombs de touche, j'ai parlé du nombre de plombs, je me suis arrêté là. Donc après le plomb de touche, il est très important. C'est la même chose que les hameçons, que l'antenne, tout ça, ça fait partie. C'est surtout l'èche et le diamètre d'antenne qui va correspondre au plomb de touche. Si vous avez une antenne de 1,5 creuse, donc assez grosse, ou de 2 mm, ça ne sert à rien de mettre un plomb de touche de 12, puisqu'il n'aura pas d'incidence sur l'antenne pour l'équilibrage. Il faudra mettre au minimum un plomb de touche de 8 qui, lui, arrivera à faire bouger l'équivalent de 5 mm ou 10 mm d'antenne pour que vous puissiez percevoir la touche. Parce qu'en fait, l'antenne, ça sert aux pêcheurs pour percevoir la touche et pour comprendre à quel moment on doit ferrer. Et le plomb de touche, il sert
à faire bouger l'antenne de cette distance-là, de cette longueur-là. Donc le plomb de touche, il doit être en rapport du diamètre de l'antenne, de la matière de l'antenne. Plus l'antenne va être sensible, plus le plomb de touche pourra être petit, mais aussi il tient compte de la taille de l'hameçon. Si vous avez un hameçon de 12, ça ne sert à rien de mettre un plomb de touche de 12. Vous allez mettre un plomb de touche de 4, de 6. Si vous pêchez le courant avec un flotteur de 20 grammes, vous allez mettre un plomb de touche de 2, voire un double plomb de touche de 2. Il ne faut pas avoir peur. Alors moi, comme je ne suis jamais sûr du truc avant, que par exemple dans un plan d'eau, dans une rivière, il peut y avoir du courant, il peut y avoir pas de courant, il peut y avoir des coups de vanne, il peut y avoir du vent qui se lève, je monte 2 ou 3 plombs de la même taille en dessous de ma plombée, et comme ça je peux mettre 1, 2 ou 3 plombs de touche identiques qui ne vont pas être aussi bien que si c'était un seul pour la même masse, mais qui vont me permettre d'avoir une plombée avec un seul plomb de touche, par exemple de 10. Si j'en ai qu'un, si la pêche est difficile, je dois pêcher avec un hameçon de 22 avec du 8 centièmes, je vais mettre qu'un plomb de 10 avec un flotteur de 0,60 par exemple, un truc classique. Le vent se lève, je me fais manger les vers de vase, je baisse mon deuxième plomb de 10, j'ai un double plomb de touche qui me permet de voir la touche à la descente et de ne pas louper mon poisson. Il arrive des brèmes sur mon cou, j'ai toujours la même ligne. Je change le bas de ligne, je mets un bas de ligne un petit peu plus gros, je baisse le 3e plomb, je le remonte un peu parce que je traîne de 10 cm, et j'ai comme ça 3 plombs qui me permettent de maintenir mon bas de ligne stable sur le fond. Donc avec une seule ligne, je peux déjà faire 2-3 choses qui peuvent m'arriver pendant la pêche, pendant une partie de pêche classique. Si vous n'avez qu'un seul plomb, vous ne pouvez pas le partager en 3. C'est pas possible. Alors que d'en avoir 3 petits, ça permet d'en faire un moyen et un gros. Donc je procède comme ça quand je fais mes lignes. Donc la question du plomb de touche, elle était importante parce que je l'avais zappé en voulant parler de tout, puis il ne reste plus que 5 minutes, donc malheureusement il me faudrait la journée pour vous expliquer tout. Voilà ce qui se passe, quoi. Donc oui, le plomb de touche c'est important et il doit être en rapport de l'antenne, de l'èche, de l'hameçon que vous utilisez. Et du poids de plomb, si vous avez 8 grammes de plomb, ça ne sert à rien, c'est un plomb de touche de 2. Si vous avez 0,60, si vous mettez un plomb de 2, le flotteur, il coule rien qu'avec le plomb de 2 pratiquement. Donc là, il faudra un plomb de 12, de 11, de 10, de 9, quoi, au maxi. Donc voilà, en rapport de chaque flotteur, et plus l'antenne est grosse, plus le plomb de touche est gros, plus l'antenne est fine, plus le plomb de touche est fin. Plus l'hameçon est petit, plus le plomb de touche est fin. Plus l'hameçon est gros, plus le plomb de touche est gros. Alors pour savoir aussi, après je vous laisse les questions, je finis parce que je veux arriver à l'hameçon, je veux quand même avoir fini. Quel hameçon avec quel fil? Comment on sait que tel hameçon va pouvoir correspondre à tel fil? Ben, c'est simple. Vous prenez un hameçon, celui que vous utilisez, et vous le montez. Alors vous avez un hameçon de 20, le montez sur du fil de 8 centièmes, vous accrochez l'hameçon à une pointe, vous mettez 20 cm de fil derrière et vous tirez. Le fil casse. C'est bon, l'hameçon résiste. Prenez du 10 et vous tirez. Le fil casse, l'hameçon résiste. Vous prenez du 12, vous tirez, l'hameçon s'ouvre. Voilà, c'est simple. Il ne faudra pas monter plus gros que du 10 sur cet hameçon-là. Et vous répétez l'action sur un hameçon plus gros. Montez du 16, il tient. Mettez du 18, il s'ouvre. On ne mettra jamais de 18. Parce que quand vous allez avoir le fil assez gros, vous n'aurez pas l'hameçon assez costaud. Donc ça ne servira à rien. Alors on dit, j'entends plein de pêcheurs, oh les hameçons ils valent rien, ils s'ouvrent. Ben oui, tu avais mis du fil trop gros mon gars. Donc il faut utiliser le fil qui correspond à la puissance de l'hameçon. Vous, les hameçons que vous utilisez, quels qu'ils soient, vous attachez à une pointe, vous tirez. Et jusqu'à ce qu'il s'ouvre, quand il s'ouvre, tout le fil qui est plus gros, ben vous ne l'utiliserez pas sur cet hameçon. Et voilà comment j'ai su, moi, quel hameçon résistait à quel fil. C'est aussi simple que ça. Et ça vous évitera des mauvaises surprises au bord de l'eau. Vous avez un beau poisson, l'hameçon s'est ouvert. Oh, vous en voulez à l'hameçon, j'ai une mauvaise qualité d'hameçon. Non, vous n'aviez pas le bon fil. Bonjour. Les plantements, s'ils sont plombs pas tout comme jour, il faudra changer de lumière. Ça, c'est aussi une question qui est... Oui, alors les Anglais, ils ont jusqu'au numéro 8, en partant de petits, de 13 à 8, les cendrés minuscules,
ils peuvent les utiliser. Au-dessus de 8, ils ne peuvent pas. Donc ils utilisent des alliages qui ne sont pas bons et qui valent rien même. Quand ils viennent en France, ils achètent nos plombs à nous, parce qu'ils sont meilleurs. Et ils font les lignes malgré tout ça, mais ils sont hors la loi chez eux. Donc c'est vraiment un inconvénient, parce que alors ça vient du fait que les pêcheurs, ils ne sont pas assez soigneux, donc ça c'est notre faute, et on peut tous faire mieux. Quand on coupe une ligne à la fin de la partie de pêche, certains, ils balancent ça dans l'herbe ou dans l'eau. Après, vous avez un cygne, un canard qui est par là, qui peut le manger. Et bon, nos détracteurs, ils disent que le plomb, ça fait le botulisme pour les canards. Et d'ingérer une grosse masse de plomb, ça peut ne pas être bon, ça pollue. Donc voilà sur quoi on est attaqué, pourquoi on ne peut plus utiliser des gros plombs. Si d'entrée, on avait tous dit, quand je casse ma ligne, je la mets dans ma boîte et je la jette à la maison, on n'aurait peut-être pas ce problème. Bon, on l'a. En France, il n'est pas encore arrivé. Il parle d'arriver avec des plombs de 28 grammes, donc à la pêche au cou, on va être trop embêté. Mais bon, pour le feeder, pour tout ça, ça pourrait être embêtant. C'est beaucoup moins bon. Ce qui est important, c'est d'avoir la densité maximale pour que le plomb soit le plus petit possible et pèse le plus possible. Que ce soit en plomb ou autre chose. Si on trouve un alliage meilleur qui fait ça, on pourra utiliser ça. Mais il faut que ça soit doux pour ne pas abîmer le fil. Super dense pour être le plus stable possible dans l'eau, pour leurrer le poisson. Et malheureusement, le meilleur truc aujourd'hui, c'est le plomb. Donc ça, c'est le gros inconvénient. Alors, les Anglais, ils ont fait des olivettes en tungstène qui sont plus denses, mais on ne peut pas faire les plombs parce que quand on les taille et qu'on met le fil, c'est taillant et ça coupe le fil. Donc on est obligé de faire des olivettes, on ne peut pas trop les percer parce que ça passe au milieu, ça taille, donc ils mettent 2 petits ergots et ils mettent dessus 2 petites gaines. Mais ça, c'est une ineptie. On gagne du poids avec l'olivette tungstène, mais on perd tout avec les gaines qui est autour. Donc au final, ça ne vaut rien. C'est bien, on se donne mais au final, c'est mieux les plombs. Donc au final, on en revient au plomb. Et aujourd'hui, si on doit utiliser des alliages, on utilisera des alliages, mais on aura des lignes moins bonnes. Et aujourd'hui, il n'y a pas une alternative efficace par rapport au niveau d'efficacité qu'on a aujourd'hui qui existe. Je n'ai pas parlé non plus des plombs style par rapport au plomb rond. Pour la pêche à l'agrainage, à la descente, c'est mieux le style que le plomb rond parce que c'est plus long à se mettre en place. Sur une pêche hyper technique où le poisson prend à la descente, c'est-à-dire visualise lèche à la descente et la prend au fond, le meilleur c'est le style. Pour toutes les autres pêches, le meilleur c'est le plomb rond. Bon, les dernières questions, parce que je dois laisser, j'avais droit jusqu'à 30, on est à 31, et à 45, il y en a un qui arrive, donc on prend 5 minutes de bonus, et après malheureusement on devra arrêter. Allez-y les questions, je répondrai rapidement. Vas-y, Enrique. Ça a été, tu n'as pas trop parlé. Bonjour Jean, bonjour. Merci. Vous avez parlé des matières et des tailles d'élastique tout au début là. Et moi j'ai une question, j'utilise le kit de stripport. Est-ce que c'est très important au niveau de la paire, la tension qu'on doit mettre aussi dans l'élastique au niveau du démarrage du poisson? Bien entendu, bien entendu. La tension est très importante parce que ça va permettre déjà, si vous voulez lever un poisson au tablier, nous en pêche au cou, on a quand même souvent, on prend le poisson. Alors il faut des élastiques souples pour ne pas décrocher et il faut qu'il soit dur pour pouvoir le lever. Donc là, c'est de savoir jouer avec la bonne tension qui va correspondre au poisson qu'on a. C'est pour ça qu'on fait des échelles avec des cônes pour qu'en cours de pêche, on prend des gardons, il faut les lever. En général, on fait 2 tours d'échelle de plus pour donner de la tension parce que les poissons sont moyens et on ne risque pas d'être cassé. Il arrive des brèmes sur le coup. 1 heure après, les gardons ils se barrent, les brèmes arrivent. On ferre, l'élastique est un peu dur parce qu'on l'a mis pour les gardons pour les lever, on décroche la brème. Donc là, il faut détendre 2 ou 3 trucs. Après, on détend, il est trop mou, l'élastique il pendouille. Donc là, il faut mettre du savon à l'intérieur pour que l'élastique il rentre. Bon, on a tout ça, mais oui, ça joue. En général, la bonne tension, c'est de tendre à peu près de 20 à 25%. 1 mètre d'élastique, c'est pour mettre dans 1 mètre 25. Donc si vous avez 2 mètres de kit, vous mettez 1 mètre 50 d'élastique. Et 50 cm de tension, ça correspond à 25%. C'est ce qui va fonctionner.
Un élastique doux, c'est 20%, 15-20% de tension. Mais à 15%, vous avez 9 chances sur 10 qui pendouillent. Et quand ils pendouillent, vous n'êtes pas précis, vous contrôlez mal. Et puis moi, ça m'énerve. Donc il faut remettre du savon. Quand vous remettez du savon, mais après, ça bouffe l'élastique plus vite. Alors l'avantage de l'élastique dans debout, c'est que vous pouvez mettre un peu plus de tension et il re-rentre mieux. Que sur un seul, plus vous avez l'onde d'élastique avec un peu plus de tension, c'est mieux. Dans un seul bout, si vous vous trompez sur la tension, c'est fini, ou il est trop dur ou il est trop mou. Sur deux bouts, ça évite les erreurs. Je crois qu'il y avait une autre question par là. Voilà, c'est la dernière. Hein. Bonjour, je voulais savoir la couleur de l'hameçon, est-ce que c'est une importance sur certaines pêches? Oui, oui. On dit que les poissons ne voient pas la couleur. Pourquoi vous pêchez les asticots blancs? Pourquoi vous pêchez les asticots rouges? Pourquoi vous pêchez les asticots jaunes? Voilà. Oui, ça a une importance. Je ne sais pas laquelle, je ne suis pas dans les poissons, mais sur l'expérience que j'ai, oui. Il y a des endroits, le poisson, il va vous prendre que du rouge, vous mettez un blanc, il ne prend pas. Donc on a des hameçons dorés, des hameçons bleus, des hameçons rouges, des hameçons blancs. En général, quand je pêche au verre de vase, j'emploie ou des hameçons bronze ou des hameçons rouges. Parce que ça ressemble à la couleur de lèche. Quand je pêche au maïs, c'est des hameçons blancs ou des hameçons dorés. Pareil, quand je pêche au ver de terre, je préfère des hameçons noirs. Si je pêche avec un asticot rouge, ça va être un hameçon rouge, un peu comme le ver de vase, jusqu'au noir, quoi. Le noir, le bronze et le rouge, ça peut aller pour le ver de vase et les asticots rouges. Si je pêche avec un gosier blanc, je vais utiliser un hameçon de nickel, voire un hameçon doré, des couleurs plus claires. Èche claire, hameçon clair, èche sombre, hameçon sombre. Moi je fais ça, je ne vous dis pas que c'est bien. J'ai pris avec des vers de vase sur des hameçons blancs, j'ai pris plein de poissons. Ça n'empêche pas. Mais si vous voulez chercher la petite bête, je pense que ça a un petit plus. Et déjà, ça va vous sécuriser. Vous allez vous dire, ben oui, je fais quelque chose qui est logique, donc vous avez plus de chances de prendre le poisson, parce qu'en plus, vous allez y croire. C'est comme l'amorce au fond de l'eau. C'est un autre débat. Si le pêcheur y croit, il prend. Si votre ligne, vous l'avez faite avec amour à la maison, bien faite, et qu'il vous semble qu'elle est parfaite, vous avez 9 chances sur 10 de prendre plus de poissons. Et ça, c'est très important. Il faut y croire. Et il n'y a pas de secret, et il n'y a pas de truc miracle qui marche mieux que les autres. Mais en respectant une certaine logique dans ce que je vous ai dit, ça vous permettra d'éviter certaines erreurs. Ça ne vous permettra pas de prendre à chaque coup, parce que je me prends de belles raclées aussi, ça m'arrive, mais ça évitera de faire moins d'erreurs. Voilà. Merci d'avoir écouté, d'avoir participé.